Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans ce France Info Soir. La mobilisation continue malgré les annonces d'Édouard Philippe. Certains syndicats appellent à un durcissement du mouvement. Céline Bosquet, Patricia Loison, bonsoir. La réforme des retraites occupe une nouvelle fois une large place dans nos journaux. Bonsoir à tous les deux, bonsoir à tous. Et oui, fin des régimes spéciaux, système universel à points, indexé sur les salaires, âge d'équilibre à 64 ans, entrée dans le système à partir de la génération née en 1975. Le Premier ministre a dévoilé en détail le projet de réforme des retraites et nous verrons tout cela dans un instant. Dans le 23h, on va inscrire cette réforme des retraites dans notre contexte européen et dans le temps long de l'histoire. Et on demandera à notre invité, l'historien Sylvain Bouloux, si l'entrée de la CFDT, vous en parliez, dans la contestation, marque un tournant. À la veille des élections anticipées à Londres, nous prendrons la température de ce scrutin au faux air de référendum sur le Brexit avec notre envoyé spécial Ney Nayem. Boris Johnson pourrait s'offrir une victoire d'une ampleur digne de celle de Margaret Thatcher. C'était en 1979. Et puis nous traverserons l'écran de nos ordinateurs. Coder est un jeu d'enfant, nous dira Aurélie Jean, brillante scientifique française. Elle démystifie le langage informatique et nous presse de nous intéresser, femmes en tête, à la science. Rendez-vous est pris à 23h sans faute, Patricia. En attendant, 24 heures politiques, Stéphane Vernet reviendra bien évidemment sur les annonces du Premier ministre avec cette question: comment le gouvernement peut-il mettre un terme au mouvement? Les retraites, on en parle également à 21h50. Dans un œil sur le monde, notre correspondant Valérie Lerouge nous expliquera comment ça se passe chez nos voisins européens. 22h, ouvrez le 1, spécial Noël, ça tombe bien. Éric Fotorino, Émilie Tran-Guyenne et Julien Bisson s'intéressent à la surenchère des cadeaux dans notre société consumériste. Vous verrez qu'il existe également des familles qui explorent de nouvelles pistes pour un Noël sobre et heureux. Et puis 22h40, le papa du chat vient nous rendre une petite visite. Philippe Gueluc signe le 22e album de son félin favori qui nous entraîne cette fois dans une rumba endiablée. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit et vous êtes les bienvenus. France Info Soir, 21h, le premier journal avec Céline Bosquet. Bonsoir Céline. Bonsoir Nathanaël, bonsoir à tous. À la une ce soir, évidemment, le Premier ministre Édouard Philippe a présenté aujourd'hui le projet de réforme des retraites du gouvernement. Si vous avez plus de 44 ans, la réforme par points ne vous concerne pas. Pour les autres, fin des régimes spéciaux, système universel à points indexé sur les salaires et âge pivot à 64 ans. Tous les détails du projet de réforme des retraites qui sera débattu fin février à l'Assemblée avec Gaël Andolt. 18 mois de concertation et ce midi devant les syndicats, le Premier ministre acte la naissance d'une retraite universelle à points. Universelle, ça veut dire pour tout le monde. Pour le plombier ou l'informaticien, pour l'agriculteur ou le douanier, pour le chercheur ou l'écrivain, pour le député ou le conducteur de train, pour tout le monde, sans exception. Les premiers concernés seront les jeunes. Dès 2022, la génération née en 2004 entrera tout juste sur le marché du travail. Elle cotisera directement au régime universel. Étape suivante, en 2025, les Français nés en 1975 et au-delà basculeront à leur tour dans le système à points, un système qui mettra fin aux 42 régimes de retraite actuels. Le temps du système universel est venu, celui des régimes spéciaux s'achève. Cheminots, policiers ou douaniers entreront eux aussi dans le régime universel, mais pour les régimes spéciaux et certains fonctionnaires, ce sont les générations 1980 ou 85 qui seront les premières concernées, soit 5 à 10 ans après les autres. Autre annonce de taille, il faudra travailler plus longtemps. L'âge légal de la retraite restera bien 62 ans, mais la réforme va instaurer un âge d'équilibre, probablement 64 ans pour percevoir une pension à taux plein. Les Français qui voudront partir avant subiront un malus. À l'inverse, il y aura un bonus pour ceux qui travailleront au-delà. Une heure de discours pendant laquelle Édouard Philippe a invoqué le langage de vérité de Michel Rocard et le bon sens de Georges Pompidou pour vendre l'une des réformes les plus emblématiques du quinquennat.
Voilà, et pour aller plus loin sur ce sujet, notre invité Dominique Corona, secrétaire général adjoint de l'UNSA. Bonsoir. Un mot d'abord peut-être sur la situation. Le mouvement se poursuit donc. Vous appelez à renforcer la grève. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer demain ? Écoutez, je crois que demain, il n'y aura pas d'amélioration du trafic et nous le regrettons fortement parce que nous pensions qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y aurait une lueur d'espoir suite au discours du Premier ministre, mais malheureusement, ça a été un peu la douche froide. Alors, vous appelez Allez-y, c'est une vous appelez un durcissement du mouvement, mais jusqu'à quand alors ? Quand nous aurons les réponses à nos revendications, quand effectivement le Premier ministre aura entendu ce que nous avons à lui dire. Alors, il a déjà entendu sur un certain nombre de points quand même, parce que nous sommes des réformistes, nous sommes pour la négociation et la concertation. Donc, effectivement, nous avons porté des revendications qu'il a entendues. L'indexation des points sur les salaires, qui est une vieille revendication de l'UNSA. Le fait qu'effectivement, il repousse l'âge d'application pour les gens qui sont le plus proche de la retraite. Donc ça, c'est des points positifs. Mais il reste des gros points négatifs aujourd'hui à lesquels nous n'avons pas de réponse. Alors justement, ces gros points négatifs, quels sont-ils ? Bien écoutez, déjà, je vais commencer par le premier, la pénibilité. Je rappelle que le gouvernement Macron, dès sa première mesure, a été de supprimer 4 critères de pénibilité pour les salariés du privé, à l'époque, dont les charges lourdes et les matières dangereuses. Aujourd'hui, il va étendre la pénibilité à la fonction publique. Mais ils ne font rien d'autre. C'est-à-dire qu'ils vont prendre ce qui existe déjà, qui n'est pas suffisant, et le transposer à la fonction publique. Ils veulent simplement négocier les seuils, ce qui est vraiment insuffisant aujourd'hui. Donc alors, ça, c'est un gros point noir. S'il revenait déjà sur la pénibilité, est-ce que ça changerait votre regard sur le mouvement ? Deuxièmement. Oui, bien sûr. Pas de mesure paramétrique. Nous l'avions dit pendant la concertation. Si le gouvernement fait une mesure paramétrique, effectivement, ça allait mal se terminer. Le gouvernement a décidé de nous faire travailler plus longtemps avant 2025, avant même que la réforme se mette en place. Et il nous dit, la gouvernance décidera, mais voilà ce que vous allez décider à l'avance. C'est inquiétant pour l'avenir. Le dialogue social, c'est pas de dire je suis Premier ministre, le gouvernement vous dit de faire ça. Si c'est ça, attendez, ça pose un vrai problème de démocratie sociale. Alors justement, quand vous entendez le gouvernement dire que cette réforme doit se faire, est-ce que ça vous inquiète ? Non, moi ça m'inquiète pas. Le président de la République a été élu, il a un programme, il veut l'appliquer. Mais je pense que le gouvernement aurait dû écouter. Mais justement, ils mettent en avant ça, les négociations, les discussions. Et pourquoi ça avance pas ? C'est la communication selon vous ? Écoutez, là, vous voyez, ce soir, tout le monde appelle à des mobilisations, à des grèves, le 17, tout le monde. Alors justement, quelles consignes est-ce que vous allez donner pour cette mobilisation du 17 ? Je rappelle que vous êtes le premier syndicat, notamment à la RATP. Oui, à la RATP, nous sommes souvent à la SNCF, nous sommes très présents chez les policiers qui sont très en colère, qui ont manifesté aujourd'hui devant le CESE, parce que là encore, on attendait des réponses pour les fonctions régaliennes, on ne les a pas. Enfin, il n'y a pas eu dans ce discours, effectivement, de signes très positifs. Donc on est en l'expectative. Alors oui, effectivement, nous allons appeler à la mobilisation mardi prochain, le 17, oui. Les négociations entre la direction et les syndicats de la SNCF débutent demain, je crois. C'est un moyen d'obtenir des gages en interne ? Bien écoutez, le Premier ministre, visiblement, alors je n'ai pas vu le dossier de presse, dit qu'il y aura un âge pour, je crois, 1985 pour les conducteurs. Dans son discours, pas un mot sur les transitions de régime spécifique, pas un mot. Pas un mot. Donc vous imaginez bien la surprise là encore. On se dit il y a quand même une forte pression sur le régime spécifique. Où nous on demande effectivement des transitions aménagées parce qu'il y a un contrat social dans ces entreprises. Pas un mot. Sauf dans un dossier de presse. C'est pas très sérieux quand même. Donc si on vous suit bien, on est encore loin de la sortie de cette crise. Dominique. Écoutez, très franchement, je ne sais pas, la balle est dans le camp du Premier ministre, mais quand le Premier ministre dit dans une dépêche qu'il n'y aura que des gagnants de cette réforme, je ne crois pas que ce soit l'école des fans non plus, quoi. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a quand même des choses à voir encore. Dominique Corona, secrétaire général adjoint de l'UNSA. Merci pour cet éclairage. Voilà, on va regarder un petit peu plus précisément, justement, l'impact qu'a cette réforme sur chaque corps de métier. Bonsoir Sophie Gauthier, on va commencer par les fonctionnaires. Qu'est-ce que la réforme va changer pour eux? Eh bien, ils font partie de ceux qui sont les plus inquiets par cette réforme et également ceux qui sont les plus mobilisés dans cette grève. Alors, Édouard Philippe, cet après-midi, il a dit plusieurs choses. Tout d'abord, que la pénibilité serait prise en compte. Ça concerne par exemple les infirmières ou les aides-soignantes. Et puis, que les primes seraient comptabilisées dans les cotisations de leur retraite. On va entrer, Nathanaël, un peu plus en détail concernant certains métiers de la fonction publique. À commencer par les enseignants, eux aussi particulièrement mobilisés
mobilisés dans cette grève. Eh bien, le Premier ministre a assuré qu'il y aurait une revalorisation progressive de leur rémunération pour qu'il n'y ait pas de baisse des pensions. Il faut le rappeler, les enseignants sont particulièrement impactés par le changement du mode de calcul puisque l'on passe à l'ensemble de la carrière au lieu des 6 derniers mois. Et puis il y a eu aussi des annonces concernant les policiers et les pompiers, ceux qui exercent une activité régalienne dangereuse. Eh bien, ils pourront continuer à demander un départ à la retraite plus tôt, à 52 ou à 57 ans selon les cas. Sophie, qu'en est-il des professions libérales ? Eh bien, concernant les réserves financières des certaines caisses, eh bien, ils pourront les conserver. Il y aura également une transition spécifique pour les artisans, les indépendants et le reste des professions libérales. Et puis, les femmes ont également été au centre de cette réforme. Édouard Philippe a annoncé eh bien, qu'elles obtiendraient 5% de plus par enfant, et ce, dès le premier enfant, et non comme c'est le cas aujourd'hui à partir du 3e. Il y aura également, en revanche, un bonus à partir de ce 3e enfant. Les explications de Sophie Gauthier. Merci beaucoup, Sophie. Céline ? Eh bien, nous accueillons Jeff Wittenberg, service politique de France Télévisions. Bonsoir, Jeff. Édouard Philippe, ce soir, reste solidement sur ses positions. Quelle est la marge de manœuvre du gouvernement ? Écoutez, en tout cas, c'est difficile, objectivement, de faire plus compliqué comme équation pour le gouvernement. Il devait jusque-là, on le sait, affronter un bloc puissant, mais emmené d'abord par la CGT. Il a maintenant devant lui un tir de barrage qui inclut l'UNSA, qui est quand même le premier syndicat à la RATP, et surtout la CFDT. On a entendu Laurent Berger ce soir dans le journal de 20h sur France 2. Il entre dans le mouvement, pas dans la grève, mais tout de même dans le mouvement, et il sera présent avec ses troupes dans les manifestations le 17 décembre. C'est un vrai tournant. Ajoutez à cela de vrais états d'âme au sein même du parti majoritaire. Alors nous parlons, Édouard Philippe est en ce moment même devant le groupe parlementaire à l'Assemblée nationale pour essayer de convaincre les récalcitrants, et il y en a beaucoup, notamment dans l'aile gauche du parti. On peut dire ce soir que la porte de sortie pour l'exécutif est plus étroite que jamais. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement n'aura plus les moyens de réformer ? Vu de maintenant, ça paraît effectivement compromis. Maintenant, il faut écouter ce qu'a dit aussi le Premier ministre ce soir. Je suis ferme, mais pas fermé. En clair, on ne peut pas exclure un compromis dans les prochains jours et un retour du gouvernement, surtout sur la mesure qui fâche la CFDT, le fameux âge pivot pour faire valoir ses droits pleins à la retraite. Si au bout du compte, Céline, la réforme, même édulcorée, est votée, alors Emmanuel Macron pourra dire qu'il y est arrivé, qu'il garde son image de réformateur, car vous savez, c'est un symbole, et cette image de réformateur, il veut absolument la conserver. C'est un défi à très haut risque, car aujourd'hui, on le voit, la paix sociale est menacée. Je vous remercie, Jeff Wittenberg, pour toutes ces explications. En tout cas, demain, une nouvelle journée de grève vous attend. Quelles sont les prévisions, notamment en ce qui concerne le trafic ? Peut-on espérer une amélioration dans les transports ? Écoutez les explications d'Ambrine Dida depuis la gare Montparnasse. La journée de demain sera une nouvelle fois très compliquée dans les transports. Pour les TGV, comptez en moyenne 1 train sur 4 en circulation. Pour les TER, seulement 4 trains sur 10. Seules les lignes internationales seront à peu près épargnées avec 3 Eurostars sur 4 et 2 Thalys sur 3 en circulation. À Paris, la situation ne va pas s'améliorer. 10 lignes de métro resteront fermées demain toute la journée. Seules les lignes 4, 7, 8 et 9 circuleront, mais uniquement aux heures de pointe. Pour ce qui est du RER, en ce 8e jour de mobilisation, cela va être la même chose avec seulement un RER A sur 2 et un RER B sur 3. Encore une fois, la RATP conseille aux usagers de privilégier d'autres moyens de transport pour la journée de demain. L'actualité en France, c'est aussi l'ouverture du procès en appel du couple Balkany pour fraude fiscale. Patrick et Isabelle Balkany, lourdement condamnés en première instance, devront à nouveau répondre d'une fraude fiscale qualifiée de massive par le tribunal correctionnel. Ils sont poursuivis pour avoir pas payé l'ISF entre 2010 et 2015, malgré des actifs estimés à 16 millions d'euros annuels, mais également d'avoir déclaré des revenus amplement sous-évalués entre 2009 et 2014. Il y a un an jour pour jour, l'attentat du marché de Noël traumatisé Strasbourg. C'était le 11 décembre 2018. Un homme armé faisait 5 morts et 11 blessés sur le marché de Noël de la ville. Plusieurs hommages ont eu lieu aujourd'hui. Ce soir, les cloches des églises de la capitale alsacienne ont retenti en mémoire des victimes. Peggy Moget et nos équipes en région. Un Ave Maria résonne dans la cathédrale de Strasbourg. Recueillement et hommage aux 5 personnes tuées en décembre dernier, tout près d'ici, par un terroriste. Nombreux sont ceux qui, ce soir,
ont bravé le froid et la pluie pour assister à cette cérémonie du souvenir. On est triste par rapport à, bien sûr, c'est des moments que les Strasbourgeois n'oublieront jamais. C'est très émouvant de se retrouver à Strasbourg un an après ces faits horribles et donc on vient pour prier. Un an après, la capitale alsacienne s'est de nouveau apprêtée pour les fêtes. Les touristes et les commerçants du célèbre marché de Noël sont de retour, le cœur lourd pour ceux qui étaient présents lorsque l'assaillant a ouvert le feu ici. Nous sommes réfugiés donc tout de suite dans nos chalets. Au bout d'une vingtaine de minutes, on a pris la décision de retourner à notre hôtel. Et c'est sur le chemin du retour à l'hôtel, vers les Galeries Lafayette, où on a croisé le chemin du terroriste. Voilà, au bout de la rue, qui s'est retourné vers nous, qui nous a mis en joue. Le marché était bondé ce 11 décembre 2018, lorsque peu avant 20h, un homme armé d'un couteau et d'une arme de poing fait irruption dans le cœur historique de la ville. Rue des Orfèvres, il fait ses premières victimes, puis croise le chemin de ce touriste thaïlandais qui se promenait sur le pont Saint-Martin avec sa femme. Touché à la tempe, il est emmené dans ce restaurant où des clients tenteront de le réanimer en vain sous les yeux de la patronne toujours bouleversée. Les cris de l'épouse ont été... C'est le pire souvenir. La détresse et le désespoir de cette dame à genoux près de son épouse, cette image-là, je la garderai à vie, c'est sûr. Et je me rends compte aussi au quotidien qu'une porte qui claque fort, qu'une chaise qui tombe, je m'effraie alors qu'auparavant je ne m'effrayais pas. Après 48 heures de traque, l'assaillant de 29 ans est abattu par une patrouille de police. Dans les rues de Strasbourg, c'est le soulagement. Personne n'arrive à oublier, mais les commerçants rouvrent rapidement leurs portes comme un pied de nez aux terroristes. Ces gens-là ne recherchent que ça. Et donc, il faut les contrer en montrant que, on est là, on est encore là, on sera toujours là et on continuera à être là. Ce soir, toutes les cloches des églises de la ville retentiront en souvenir des victimes et de tous les témoins de cet attentat, marqués à vie eux aussi. La jeune Suédoise Greta Thunberg fait une nouvelle fois la une du magazine Time et pour cause, le journal l'a désignée personnalité de l'année 2019. Bonsoir Florence Tomaso, c'est la première fois que le célèbre magazine désigne une femme aussi jeune. Greta Thunberg a réagi. Qu'a-t-elle dit ? Oui, exactement. Elle a réagi par un tweet de Madrid où elle se trouve, tout simplement en expliquant qu'elle partageait ce grand honneur avec tous ceux du mouvement Friday for Future et les militants du climat partout dans le monde. En effet, vous avez raison, c'est la première fois que le Time consacre une adolescente à une personnalité de l'année, à la une de son journal, à la une. Eh bien, comme vous le savez, il y a plutôt des dirigeants politiques qui reçoivent cet honneur, notamment, on peut citer Bill Clinton, Barack Obama ou encore le pape François, Mark Zuckerberg, justement des personnalités comme ça ont félicité le journal de l'avoir mise à la une. Alors notamment Barack Obama et Hillary Clinton. Depuis l'été 2018, Greta Thunberg a lancé ces fameux vendredis pour le futur, pour défendre la planète. Elle inspire de plus en plus de jeunes dans son combat pour sauver la Terre. Le rassemblement le plus important a eu lieu en septembre dernier, lorsqu'il y a eu le sommet sur le climat à l'ONU. Alors Greta, elle s'est illustrée à cette tribune de l'ONU, vous savez, avec ce discours très incisif, comment osez-vous. Elle a évidemment énormément de supporters à travers le monde, des jeunes, des moins jeunes, mais elle a aussi de nombreux détracteurs. Elle est très critiquée. Certains estiment que c'est une adolescente manipulée qui devrait plutôt passer son temps sur les bancs de l'école. En tout cas, rien n'entame sa détermination. Elle est actuellement à Madrid pour suivre la COP25. Florence Tomaso depuis la rédaction de France 24. Merci beaucoup Florence. L'actualité à l'étranger, Céline. En Birmanie, Aung San Suu Kyi nie toute intention génocidaire à l'encontre des Rohingyas devant la Cour de justice internationale de l'ONU. L'armée a peut-être fait usage de la force, mais sans intention génocidaire. Ce serait trompeur et incomplet, a estimé la lauréate du prix Nobel de la paix en 1991. Autrefois, elle était saluée pour son opposition à la junte militaire birmane. Puis on termine avec les images spectaculaires d'un incendie en Espagne. Oui, cet incendie spectaculaire qui a ravagé une usine de recyclage de déchets industriels près de Barcelone. L'incendie est ce soir stabilisé. Les services d'urgence ont sécurisé la zone affectée et appelé les personnes fragiles à rester confinées dans leurs habitations. Et nous, on ouvre une page politique.